Voilà, terminez de vous installer. Merci d'avoir été aussi prompt à profiter de cette pause et à nous rejoindre ici dans la salle pour les 2 débats qui vont avoir lieu. Alors 3 en tout sur l'intégralité de ce congrès. 2 qui sont prévus cet après-midi et qui sont donc totalement ancrés dans l'actualité puisqu'ils sont en résonance avec ce qu'on appelle les ordonnances Macron et qui ont quand même bien fait bouger le paysage. Qui vont faire bouger beaucoup. Pour nous tous, c'est une nouvelle donne. C'est une centralisation du mandat, une durée dans le temps qui est prévue. Ça nous oblige quelque part à réécrire l'histoire avec nos directions lorsqu'on négocie, lorsqu'on met en place ce nouveau dispositif. Et ça peut être aussi un moyen de modifier les relations qu'on peut avoir entre partenaires sociaux, puisqu'on avait dit que c'était aussi fait pour ça. Donc on va voir ce qu'il en est concrètement. On va voir. Avec un parterre d'invités déjà qu'on peut remercier par avance. Alors ces débats vont être menés de manière assez récurrente avec un partenaire qui est l'OEMA, qui nous fait l'amitié, année après année, d'être là et d'avoir un rôle, comment on pourrait dire, très factuel, très quantitatif, pas d'arbitre, mais en tous les cas qui nous permet d'avoir une position sur le monde de l'assurance à un instant T grâce à des études qui sont menées régulièrement. Absolument, l'OEMA, c'est une belle création du paritarisme entre les partenaires patronaux et les partenaires syndicaux. Ça nous permet de nous éclairer collectivement sur l'évolution des métiers, des groupes de métiers, les métiers qui sont positifs, les métiers qui sont négatifs. L'OEMA réalise des rapports extrêmement précis, extrêmement clairs, souvent tous les ans. On a 2 ou 3 rendus de travaux de l'OEMA qui nous permettent, tant à nous, partenaires sociaux au niveau des salariés qu'entreprises, de voir comment évoluent les choses en matière de métier. Et c'est l'OEMA de l'assurance est d'ailleurs considéré comme un des meilleurs, sinon le meilleur de toutes les branches. Voilà qui est dit. Il est temps de débuter et je vais vous demander des applaudissements nourris pour accueillir notre premier plateau qui va nous rejoindre tout de suite. Jingle. Installez-vous. Philosophie de la nouvelle représentation syndicale avec Catherine Rogard, directrice des relations sociales Generali. Elisabeth Sfez, directrice des ressources humaines Alliance. Benoît Serre, vice-président APRH. On met Magali Rouge. Oui. À ta place. Responsable négociation collective et conseil en droit social AXA France. Installez-vous et merci à tous d'être là et d'avoir pris du temps sur vos emplois du temps que l'on s'est surchargé. Alors Magali Grogoja devait nous rejoindre. Où est-elle dans la salle? Parce qu'en fait ta place Magali est ici à côté de nous, donc n'hésite pas à venir et à nous rejoindre sur ce plateau. Alors déjà merci à tous d'être venus ici et de participer à ce premier plateau. On parlait de l'OEMA, Robert Girard, c'est toi qui l'incarne ici et encore une fois merci de ta présence. C'est toi qui vas avoir la charge d'introduire factuellement, si possible, chacun de ces plateaux. Nous sommes tout oui. Oui, merci de cette invitation et puis des éloges rendus à l'Observatoire. Chacun a compris qu'effectivement, c'était un bel outil de branche qui reste une espèce de Suisse, puisque c'est une association de loi 1901 qui est paritaire, donc avec une présidence tournante entre le collège employeur et le collège des IRP. Alors, je n'ai pas de mandat particulier pour parler de ce sujet-là qui est extrêmement politique. Ce n'est pas le rôle de l'Observatoire. En revanche, si l'Observatoire peut éventuellement participer au débat, c'est peut-être en essayant de fixer un peu mieux le cadre général de ce que nous vivons aujourd'hui, de cette révolution à l'œuvre, pour essayer de mieux comprendre quel est justement ce cadre général et puis quels sont les enjeux qui lui sont associés. Alors en termes de cadre général, on parle beaucoup de révolution numérique, digitale, mais je crois que ce qui est important, c'est pas tant la rupture technologique en elle-même que ce par quoi elle est induite. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est d'abord une révolution sociétale forte, de la même manière qu'avant la révolution industrielle, il y a eu la révolution de 1789 ou 1776 aux États-Unis, ou plus globalement l'avènement de monarchies constitutionnelles un petit peu partout en Europe. Et donc c'est d'abord un mouvement sociétal fort qui est marqué par un certain nombre de traits communs que l'on retrouve autour des thématiques de l'individualisation, de la personnalisation, d'une certaine forme de désintermédiation. C'est un temps qui s'accélère, qui va toujours plus vite et qui pose des problèmes d'adaptation parce que tout le monde n'avance pas au même rythme. Pour autant, ce qu'il faudrait aussi considérer, c'est que ce n'est pas un moindre intérêt
pour la chose publique. Lorsque l'on voit ce qui se passe, ce qui s'échange sur les réseaux sociaux, avec ces systèmes de notation en permanence de tout et n'importe quoi, la TripAdvisorisation de la société, celui-là, il n'était pas facile à placer. On se rend bien compte que tout le monde a un avis sur tout, pas forcément éclairé, mais en tout cas, tout le monde s'exprime. Et puis, dans le dégagisme général que l'on voit, que ce soit au niveau politique ou... malheureusement aussi pour partie dans le monde syndical, c'est les modalités en réalité par lesquelles on souhaite s'exprimer sur la chose publique, sur la vie de la cité, qui sont remises en question. Il n'y a pas moins de démocratie, mais il y a des formes nouvelles de démocratie sans doute qui sont à revoir. Les enjeux qui sont associés, c'est face à l'incertitude de chaque lendemain, c'est comment retrouver des repères, des points de stabilité, non pas sur des manières de faire qui sont dépassées, sur des organisations qui ont disparu, mais plutôt sur des valeurs communes partagées, sur une direction que l'on aura construite si possible ensemble pour faire en sorte de construire l'avenir. Je voudrais juste terminer sur une petite phrase de Saint-Exupéry que j'aime bien, qui doit être tirée de Citadelle, qui nous disait « L'avenir, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ». Et je pense que si on fait un parallèle entre l'exercice d'une fonction de représentation syndicale et puis celle de manager, parce qu'on peut voir qu'il y a un certain nombre de parallélismes à faire, c'est donner du sens, fixer une direction générale, celle qui est souhaitée, et puis imprimer de la confiance. Et pour construire collectivement demain, je pense que ce sont peut-être quelques éléments pour introduire le débat. Merci beaucoup. On va commencer par AXA, puisque alors on va être très transparent, on a eu l'occasion d'organiser cet événement et déjà d'être sûr que vous serez présent, que vous acceptiez l'invitation aussi, et puis de commencer à prendre un petit peu la température pour entendre ce que vous aviez à nous dire. Et dans les notes que j'ai notées quand on s'est rencontrés, Pierre-Emery, chez AXA, et je vous cite, on s'est posé la question au-delà de ces ordonnances. Comment est-ce que vous avez procédé ? Alors oui, effectivement, alors très heureux d'être là, bonjour à tous. Les ordonnances, c'est vrai que ça constitue un changement important dans l'évolution du dialogue social, et ce changement important, nous on a souhaité chez AXA, le travailler en profondeur et réfléchir en amont des négociations officielles, sous forme de groupes de travail notamment, mais en fait, au fond, quel dialogue social on voulait demain. Et donc, c'était l'occasion de réfléchir vraiment sur le fonctionnement, sur ce qui avait marché jusque-là, ce qui avait moins marché, ce qu'on voulait garder, ce qu'on voulait faire évoluer, effectivement au-delà des ordonnances, c'est-à-dire en prenant le cadre des ordonnances, qui constitue une révolution importante, mais pour reprendre le mot aussi de Norbert, en essayant de construire ensemble. Donc ce qui nous a guidés, c'était cet aspect de fonctionnement, et au fond, on est arrivé à une conviction partagée au bout des négociations, qui avait à construire une organisation sociale, chez nous, chez AXA France, autour d'une double logique de proximité, une proximité métier qui est évidemment très importante, chez nous autour de 4 CSE et d'un CSE central, et aussi une logique de proximité terrain, avec une question qui s'est posée sur le maillage territorial, un sujet cher à la CFE-CGC, donc on a pas mal progressé dans notre copie aussi, pour allier cet aspect de métier, de proximité métier, et de proximité terrain, on va dire, sur les questions directement locales. Ce qui ne nous a pas empêché aussi de garder un aspect très important auquel ici vous êtes aussi attachés, c'est les aspects de concertation, de commission de concertation qu'on a construit dans le temps et qu'on a souhaité conserver, notamment sur les métiers de l'inspection, pas seulement. Ça, c'est un peu sur les aspects de structure. Je complète le propos sur le fonctionnement au-delà des ordonnances. Il y a un sujet qui nous semble majeur, c'est la question du temps. La question du temps du dialogue social, il faut prendre ce temps, mais c'est aussi de réconcilier le temps social avec le temps de l'entreprise. Donc être plus en phase avec les enjeux stratégiques de l'entreprise. Et donc, si on redonne de la profondeur de champ dans l'examen des dossiers, et peut-être aussi en amont, on en reparlera sans doute, c'est aussi se donner la capacité sur certains dossiers à aller plus vite dans la discussion sociale, devant les instances, parfois en négociation, mais se donner la capacité à aller plus vite, au fond à sortir de certaines logiques de freinage, de blocage, on les appelle comme on veut, qui ont pu exister parfois. Et donc voilà, au-delà du cadre, en gardant ce qui marche bien, bien sûr, et en réfléchissant sur qu'est-ce qu'on veut demain comme dialogue social.
Le temps, le tempo, alors ça fait partie des échanges qu'on avait eu également, Benoît Serre. Ça fait partie des phénomènes que vous avez mis en avant justement dans ce qui va bouger avec cette nouvelle représentation. Oui, bonjour à tous. En fait, effectivement, les ordonnances Macron ne sont que l'expression juridique d'un certain nombre de constats que tout le monde faisait, d'ailleurs, plus ou moins, des deux côtés de la négociation collective. D'un côté, une accélération du temps absolument phénoménale, c'est-à-dire avec des capacités de disruption de tel ou tel modèle économique, de tel ou tel modèle d'organisation. Norbert Girard a évoqué la désintermédiation qui a commencé par celle du client déjà. Donc on avait ce phénomène-là. Donc une nécessité pour les entreprises s'adapter extrêmement vite. Il y avait un deuxième temps que vous venez d'évoquer, qui était un temps social dont on se rendait bien compte que à son corps défendant, il n'était pas complètement adapté à la vitesse d'évolution que les entreprises ont besoin, étant entendu que je trouvais, puisqu'au titre de la NDRH, on a été assez acteurs dans les échanges qu'on a eu avec le gouvernement pour les ordonnances Macron, et nous trouvions que si on n'avançait pas sur ce point-là, alors est-ce qu'on a bien avancé, mal avancé, c'est une autre question, on risquait d'enfermer les organisations syndicales dans un espèce de schéma négatif, en fait, qui était que leur seule voie de passage, c'était freiner les trucs. Et ça, c'est pas bon. Et c'est très mauvais pour le dialogue social d'enfermer les acteurs dans des rôles qui ne sont pas naturellement les leurs. Et la troisième temps, c'est le temps de l'individu dans l'entreprise. Et c'est une grande difficulté. C'est pas parce que les modèles économiques se transforment très vite que l'individu se transforme plus vite qu'avant. Et donc la fonction, alors inévitablement de la fonction RH, mais également la fonction des acteurs du dialogue social, c'est comment, vous parliez de réconcilier le temps social et le temps de l'entreprise, il faut aussi réconcilier un troisième temps qui est celui de l'individu, du salarié dans l'organisation. C'est un exercice extrêmement difficile parce que c'est évidemment un exercice qui génère ici ou là des éléments d'anxiété ou d'incompréhension. Donc la notion de temps, alors je ne sais pas si l'évolution du nombre d'instances va permettre ça. En revanche, je suis convaincu qu'il va permettre de reconcentrer tant au niveau de la proximité territoriale, parce qu'il faut qu'il y en ait, qu'au niveau demain du CSE, de reconcentrer les niveaux d'instance sur leur bon niveau d'intervention. Voilà. Catherine Regard, comment vous l'avez vécu chez Generali ? Alors, déjà, bonjour à tous. On est un peu au milieu du gué, on est un peu en plein dedans, puisqu'effectivement, ça a été évoqué, on est en train de mener ces négociations. On les a entamées juste après qu'on se soit rencontrés. Donc, voilà, on est en train de discuter. Je rejoins ce qui a pu être évoqué, à la fois sur les aspects de temps, sur les aspects d'évolution sociale. Je pense que c'est surtout une occasion et une opportunité de se réapproprier ces questions de dialogue social et de les vivre différemment, puisqu'en fait, de sortir d'un cadre, puisqu'en fait, ce cadre a été aboli, et de le reconstruire et de le faire à notre main, en intégrant les spécificités de chacune des sociétés, en étant effectivement sur des dimensions de maillage, de proximité, de réflexion stratégique, et de faire en sorte qu'on ait une organisation sociale qui colle le plus à la réalité de l'entreprise, à la réalité, je dirais, économique, à la réalité stratégique, à la réalité aussi, je dirais, sociétale et de nos populations, des préoccupations des collaborateurs, des préoccupations des managers, et c'est aussi la possibilité de se réapproprier le dialogue social et de le remettre au cœur de l'entreprise, de sa vie économique, stratégique, de son développement et aussi de la vie managériale. Et pour nous, je pense que ça doit être une opportunité de renouer avec les managers un dialogue qui soit plutôt positif et de bon niveau avec les managers sur la question du dialogue social et de son importance pour l'entreprise. Elisabeth Fez, on va venir à vous dans un petit instant, parce que je voudrais juste... Ce qui se passe chez Elan, c'est très intéressant, et c'est pour ça que je vous ai gardé pour la fin, parce que c'est un exemple assez atypique qui va nous intéresser. Sortir du cadre, accélérer le temps, changer des habitudes, des inerties, c'est un petit peu ce qu'on entend en sous-texte dans ce que vous nous dites. Est-ce que, quelque part, oui, on n'était pas installé dans un rond-rond, avec des habitudes des deux côtés, et que tout ça n'a pas mis un coup de pied dans la fourmilière pour redistribuer les cartes et... c'est l'homéostasie. Quand on change le nombre, quand on change les places, chacun réfléchit et on va plus en profondeur que si on se met simplement pour la énième réunion autour d'une table pour essayer de parler. C'est ça l'idée que je pourrais entendre en transverse ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait un cadre qui était connu, dans lequel on intervenait depuis des années, je dirais même des dizaines d'années, avec un certain nombre de formalismes qui s'étaient instaurés, effectivement un rapport au temps qu'on pouvait
qu'on pouvait de temps en temps appréhender de façon diverse, mais qui cadençait un petit peu les informations, consultations, les élections, etc. Là, c'est vraiment l'occasion c'est même plus de sortir du cadre, parce que le cadre, il est vraiment défini de façon extrêmement light, et il nous donne complètement l'occasion de le refaire. Et c'est ça qui parfois est un peu difficile, je pense, à la fois pour les organisations syndicales et la direction, c'est de se dire qu'est-ce qui fait du sens pour nous, comment on le construit, et comment on se met d'accord, et comment on abandonne des anciens référentiels. Benoît Serre et Pierre-Emerick, très rapidement sur... D'abord, en 25 ans de métier, j'ai jamais constaté un ronronnement du dialogue social. Donc, Tant mieux, tant mieux. je suis assez tranquille de ce côté, ou alors un rugissement parfois, mais ça, c'est autre chose. Ok. Non, je crois qu'effectivement, l'exercice qui a été posé par les ordonnances Macron, à la fois il a surpris sans surprendre, il nécessite de reposer les bases, non pas du dialogue social, mais de la manière de faire avancer le système. Et que son grand intérêt, c'est que de toute façon, cette manière-là, toutes les entreprises essayaient déjà de le faire vivre comme ça, dans les contraintes de l'ancien système, mais parce que l'environnement économique, compétences, etc., le rendait absolument indispensable. Donc ça vient sans doute donner. Alors c'est vrai que c'est un peu perturbant, mais j'ai observé qu'en fonction de l'organisation syndicale, le niveau de perturbation n'est pas le même. Voilà, donc c'est vrai que ça a changé quelques règles. Ça va se réinstaller. L'un des éléments importants, en revanche, et ça c'est un vrai choix qui a été fait par le gouvernement, alors il est contestable comme tous les choix, mais qui est de concentrer le maximum de sujets au niveau de l'entreprise. Ça, c'est le vrai changement, de mon point de vue. Plus que la réduction du nombre d'instances, etc. Le fait d'avoir descendu les sujets au niveau de l'entreprise, je pense que c'était une manière assez intelligente, de mon point de vue, de prendre en compte la désintermédiation en rendant le dialogue le plus proche possible. Voilà. Pierre-Emerick. Juste un mot brièvement. Ce qui est intéressant dans cette évolution, c'est de voir que, en fait, d'une entreprise à l'autre, les schémas seront différents. Et donc, par rapport à votre question du ronron, il va y avoir une adaptation qui va se faire par rapport au schéma que chaque entreprise aura retenu. Et ça, c'est intéressant parce que l'une aura retenu des représentants de proximité, pas l'autre, aura confié telle compétence ou pas l'autre. Et ça, c'est intéressant. Donc, on va devoir s'adapter, effectivement, à des modes de fonctionnement qui sont différents. Ensuite, au sein de l'entreprise, je suis assez d'accord, il n'y a pas vraiment de ronronnement. Il y a peut-être des schémas qui étaient calés sur le code du travail, et là, chacun a réécrit. Donc la loi, maintenant, c'est la loi plus de l'entreprise, je rejoins aussi le propos, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça qui va faire bouger les lignes aussi, dans le cadre de l'entreprise. Nous en arrivons à Allianz, Elisabeth Sfez. Merci. Alors, je vous ai gardé volontairement pour la fin. Beaucoup de mutations chez Allianz. Vous êtes en réorganisation, et vous allez nous l'expliquer en détail, avec des écosystèmes qui sont là pour justement créer une proximité dans les équipes, une première forme de rupture dans la façon de fonctionner, avec un encadrement qui va se positionner différemment, et ce qui va donner une double résonance, je pense, à la nouvelle représentation des organisations syndicales. Je vous laisse nous raconter ce qui se passe chez Allianz d'abord. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on est en pleine transformation. Après une période où on a été... le projet s'est propice à l'innovation, et après on est parti sur la transformation sur les écosystèmes. Ou peut-être juste pour faire un petit point, pour expliquer ce qu'on entend par écosystème. Les écosystèmes, ce sont une communauté d'experts qui sont colocalisés en fait dans un endroit. On va lancer le 6e au mois de novembre. Et le premier, juste pour donner un exemple, on a lancé un an, ça fait un an aujourd'hui, sur la thématique ma mobilité. Ma mobilité, après mon avenir, c'est-à-dire que les équipes travaillent vraiment sur le sujet de ma mobilité. On regroupe les équipes dans ce qu'on appelait les squads. On a 10 squads, par exemple, des équipes de une petite dizaine, qui travaillent vraiment, vraiment à temps plein sur une thématique. Et c'est sûr que ça a changé. Et dans les équipes, dans les squads, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire que ça change aussi le mode de fonctionnement. C'est très transverse. Et on travaille tous avec un objectif. Eux, ils travaillent tous avec un objectif collectif. Et leur manager, parce qu'ils ont toujours un manager, bien entendu, qui reste sur le centre de compétences. Ça veut dire que le rôle de manager évolue. Le manager devient un manager coach. Ça veut dire que ça fait beaucoup de changements dans l'entreprise.
Et c'est aussi alors ça correspond plutôt, on a sur les 3 dernières années, 80% de nos recrutements sont des jeunes de moins de 35 ans, il y a une bonne partie moins de 30 ans. Ça veut dire que ceux qui viennent plutôt des startups et autres, ils sont plutôt habitués sur ce type de mode agile. Pour d'autres, c'était un vrai changement dans la manière de fonctionner. Un changement pour les managers, qui, comme je disais, on change de rôle. Et on a, maintenant, ça fait 1 an sur ma mobilité, les autres se lancent. Ça veut dire que c'est aussi, pour les organisations syndicales, aussi un changement par rapport à qui s'adresser, le rôle, les hiérarchies changent, les structures changent. Ça veut dire que c'est aussi un changement pour les organisations syndicales, les relations avec les managers. Et les jeunes qui rentrent, qui ont éventuellement d'autres voient des choses un peu différentes, les attentes. Ça veut dire que chacun doit trouver sa place. C'est exactement ça. Comment ça résonne chez vous? Parce qu'on entend bien quand on change le rapport à la hiérarchie, on change le rapport à l'intermédiation, au conseil qu'on peut avoir auprès des organisations syndicales. Quand on rend les gens plus agiles, plus autonomes, quid des représentants syndicaux? Comment arrivent-ils à se réinventer, à trouver leur place? Quelle place vous leur laissez, vous, d'ailleurs? D'accord. Oui, en fait, le dialogue social est très important. Il a toujours été, du temps de AGF, Alliance. Et on est je considère que quelque part, on est un peu, au moins dans l'esprit de la co-gestion en Allemagne. On est société européenne de droit allemand. Et une particularité, c'est le conseil de surveillance en Allemagne. Jean-Michel Lefebvre a dit tout à l'heure qu'il y avait plus de 140 000 salariés dans le groupe. Et le conseil de surveillance est composé de 12 membres, dont 6 sont les représentants des salariés. Et un des représentants est un représentant de France, d'Alliance France. Ça veut dire que ça montre qu'au niveau du groupe, l'importance d'échanges avec les salariés, les représentants des salariés, et c'est cet esprit qu'on essaye de garder aussi en France. Je ne sais pas si on appelle ça co-gestion, mais le dialogue social et le partage. Et très fréquemment, les managers... c'est assez fréquent que les directeurs s'adressent directement à nos organisations syndicales pour partager sur différentes thématiques, en direct, bien sûr, avec quelqu'un de l'RH, mais c'est plutôt un peu dans l'ADN. C'est quelque chose, c'est plutôt cet esprit-là qu'on souhaite garder. Dans cette redistribution générale des cartes, qu'est-ce que vous attendez idéalement dans un monde parfait de cette nouvelle façon de dialoguer, de cette nouvelle organisation? Et puis quelles sont les embûches, les pièges que vous avez peut-être déjà identifiés dans lesquels il ne faudrait pas tomber? Quels sont les travers à éviter? Ça rejoint les aspects de fonctionnement, mais effectivement, je pense qu'il y a le sujet de l'anticipation qui rejoint le sujet du temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on anticipe collectivement, côté de la direction et aussi côté des partenaires sociaux, les sujets, la discussion qu'on doit avoir sur les sujets, sans doute aller plus en profondeur, ça rejoint l'aspect de stratégie, donc peut-être se défaire d'aspects sur lesquels on a bloqué jusqu'à présent, pour aller sur une discussion plus sur la stratégie. Et puis, je dirais que du point de vue de la responsabilité de la direction, parce qu'on croit au dialogue social, on doit profiter de cette nouvelle donne, qui est une opportunité, pour redire à quoi servent les instances, à quoi servent les partenaires sociaux, à quoi sert au fond la représentation du personnel dans l'entreprise. Même si on a une forte conviction sur le sujet, je pense qu'il faut le rappeler, il faut rebriefer les managers, on s'y emploie, et je pense que cette nouvelle donne, réécrite dans nos différentes entreprises, c'est une occasion aussi de refaire passer pas mal de messages, justement pour qu'il y ait cette fluidité aussi du côté managérial, quand il y a des élus dans les équipes, et plus globalement, pour construire des dossiers sociaux sur les évolutions des métiers, des organisations, etc., qui permettent de comprendre et d'expliquer. Je pense qu'il faut expliquer, il faut être dans la pédagogie sur les évolutions et les transformations qu'on veut porter dans l'entreprise. Je crois que l'un des sujets, je ne sais pas si c'est cette réforme qui le porte, mais il va falloir que, en tout cas, le dialogue social s'en empare, c'est que, et les observations de l'OMA sont très intéressantes à ce sujet-là, c'est que de toute façon, on est en train d'observer ou d'assister à une transformation incroyable des rapports au travail dans l'entreprise, des rapports employeur-employé. Comment on va anticiper le fait qu'il devient de plus en plus aisé, et par une certaine génération d'ailleurs souhaité, d'avoir plusieurs employeurs?
ce qu'on appelle les fameux slashers, vous savez, Bien sûr, plusieurs. Donc, qui les représente? Ils sont représentés combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois? Autrement dit, il y a une espèce de confrontation sociétale qui est en train de s'opérer dans les organisations. Et si le dialogue social devait s'enrichir de quelque chose, ce qui ne signifie pas s'appauvrir ailleurs, hein, ça serait de saisir cette évolution de ça. Vous avez des études récentes qui montrent que le modèle historico-classique du salariat 100%, etc., est en train d'être littéralement percuté. À quelle vitesse ça va aller, je ne sais pas, mais si vous prenez les 10 dernières années, les transformations radicales se font à une vitesse absolument folle. Vous avez ce premier sujet. Donc ça, je trouve que le dialogue social et les partenaires du dialogue social, des deux côtés, doivent se saisir. C'est pas facile, parce que vous avez la stratégie de l'entreprise, mais vous avez l'évolution du rôle. Vous avez vu les débats qui y a en ce moment sur la loi Pacte, le rôle de l'entreprise à mission, le rôle sociétal de l'entreprise, etc. Tout ça, c'est des sujets absolument fondamentaux, parce que c'est la culture même du fonctionnement de l'organisation qui est en train de se poser, avec des acteurs qui changent. Deuxième sujet, l'acceptation de l'idée que la transformation digitale, la facilité, l'intermédiation a fait évoluer le dialogue social considérablement, et que maintenant, le dialogue social, il est, comme vous le dites, via les représentants, mais il est également via ou directement avec l'ensemble des salariés. Et que ça, c'est pas facile, parce que du coup, on peut avoir tendance à choisir d'un côté ou de l'autre. Donc c'est une sorte de rééquilibrage général. Et puis le troisième élément, c'est qu'effectivement, et je souscris parfaitement à ça, c'est l'idée, alors peut-être pas la cogestion parce que c'est pas la culture française, mais non, c'est pas la culture française. Et donc c'est qu'effectivement partager au moins le fait que la percussion stratégique auquel on est confronté, notamment dans les métiers de l'assurance, hein, pareil dans la banque, dans tous les métiers qui peuvent être remplacés par un système informatique tout simplement, dématérialisables, sont des enjeux absolument fondamentaux à traiter aujourd'hui, sans oublier le fonctionnement quotidien. Donc c'est cette espèce de... Moi j'avais un ancien boss qui appelait ça l'hélicoptère laboureur, c'est-à-dire être capable de monter tout en haut pour voir projeter l'évolution de la société, les nouvelles attentes des salariés, etc. etc. Et d'abord c'est vital de mon point de vue de l'organisation syndicale, parce que sinon on va avoir un problème d'attractivité. Et de l'autre, laboureur, c'est-à-dire qu'il y a quand même un job à faire tous les jours, quoi. Donc c'est cette espèce de truc-là, et j'espère que cette instance de CSE, notamment ce qu'on appelle les CSE sociaux, donc les CSE holding, on va dire, vont savoir se saisir d'un dialogue social de haut niveau sur ces projections-là, qui sont plus sociétales que purement économico-sociales de l'entreprise. Oui, juste pour abonder dans le même sens, l'écueil que je vois, ce serait de retomber dans le travers de l'organisation qu'on avait avant, hein, et de reproduire finalement dans le nouveau schéma peut-être la vision un peu ronronnante que vous évoquiez. Ah, vous finissez par être d'accord, alors. Non, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Effectivement, on ne ronronne pas trop, mais en tout cas, ça peut être la vision qu'en ont beaucoup des collaborateurs de l'entreprise, des managers de l'entreprise, et de se dire que le dialogue social, ce n'est pas forcément leur affaire. Je pense que c'est l'opportunité, effectivement, en reposant un peu les enjeux et en se focalisant véritablement sur l'entreprise, sa vie, son développement, d'attirer aussi, je pense que c'est aussi important pour l'ensemble des organisations syndicales, d'attirer de nouveaux talents sur ce parcours et sur cette dimension syndicale, et de l'intéresser à la vie de l'entreprise au travers du dialogue social dans une société où, comme vous l'évoquiez, on constate la montée de l'individualisme, etc. Je pense que c'est l'opportunité de faire quelque chose, de redistribuer un petit peu les balles et de redéfinir des règles du jeu qui peuvent attirer des jeunes, des moins jeunes, en tout cas des collaborateurs de l'entreprise, pour vivre une expérience qui est... on la pratique tous les jours, donc on le sait très bien, extrêmement enrichissante et valorisante, et qui s'inscrit tout à fait dans la dynamique et la vie de l'entreprise. Oui. Je vous dis juste pour peut-être sur le parti évolution des métiers. C'est sûr qu'aujourd'hui, une des attentes que je peux avoir, c'est vraiment, on a toute la transformation qu'on vit chez Allianz. On a pu, vous avez pu parler un petit peu tout à l'heure des évolutions de métiers. Ça, c'est quelque chose qu'on va travailler vraiment en partenariat avec les organisations syndicales, parce que on voit bien que on voit bien que certains métiers ont des croissances. C'est l'avenir des collaborateurs. Comment est-ce qu'on les fait évoluer, la formation et autres, sont vraiment des sujets extrêmement importants. Et ça rejoint aussi un peu, c'est pas le sujet là, mais peut-être aussi dans le parcours syndical, avec la professionnalisation des organisations syndicales. C'est exactement le sujet d'après, oui. Ouais. Donc vous commencez déjà à faire le pont. Norbert, oui, tu souhaitais réagir. Oui, je crois que la crise actuelle que l'on rencontre dans cette période de transition, c'est une crise de la coordination.
En fait, c'est les modalités selon lesquelles l'entreprise s'organise pour se coordonner et produire l'ensemble des biens et des services qui correspondent à son objet social. Or, des modes de coordination, il n'y en a pas tant que ça. Un sociologue économiste dénommé Milsberg en a recensé 5. Je vais essayer de ne pas en oublier une. Il y a l'injonction directe, la supervision directe, qui est, voilà, je vous dis ce qu'il faut faire, vous appliquez, vous avez votre fiche de poste, point à la ligne. Ensuite, on peut coordonner par le processus. On fixe un processus et on suit la procédure à la lettre, et puis c'est comme ça que le travail est défini. On peut procéder par les moyens. On donne des moyens et on espère derrière un résultat. Ou on définit directement le résultat et peu importe finalement le chemin parcouru pourvu qu'on atteigne le résultat escompté. Et le dernier niveau qui est le plus compliqué et qui se mixe avec finalement cette approche par le résultat, c'est de l'ajustement mutuel. C'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui, faire tenir son poste à l'intérieur de l'entreprise, c'est s'ajuster avec quelqu'un d'autre, s'ajuster avec le client, s'ajuster avec un collègue, s'ajuster avec son manager, s'ajuster avec toutes les personnes avec lesquelles on est en lien direct. Et comme on a déconstruit les filières de métiers traditionnels, les modes d'organisation en râteau, qu'on travaille beaucoup plus sur des systèmes collaboratifs, en équipe pluridisciplinaire, sans chef, avec des logiques finalement d'expertise qui se mêlent les unes aux autres, il faut trouver d'autres modalités, à la fois pour atteindre ces objectifs et se réaliser soi-même dans l'atteinte de ces objectifs. Et la problématique, elle est là, elle est peut-être autour de ce sujet de la coordination en interne des entreprises. J'étais sur une aparté, pardon, avec Joël. Réduction du nombre de porteurs de mandat, est-ce que ça veut dire aussi que vous allez attendre de vos intervenants peut-être plus de compétences, un prisme plus large? Comment est-ce que ce positionnement face à la réduction du nombre va se traduire dans le côté qualitatif de vos interlocuteurs? Oui, bah forcément, ça nécessite de revoir effectivement les compétences, ou en tout cas les attendus que l'on a, et de faire en sorte que les représentants du personnel soient en capacité d'aller sur l'ensemble de ces dimensions, effectivement beaucoup plus concentrés et positionnés à un niveau de stratégie d'entreprise. Donc c'est aussi des sujets qu'on a intégrés, nous en tout cas, dans la négociation et dès la phase de définition de l'organisation sociale. C'est qu'à partir du moment où on définit un schéma d'organisation et qu'on détermine quelles sont les attributions de l'ensemble des instances, en vis-à-vis, ça nous permet de voir quelles vont être les compétences qui vont être mobilisées auprès des représentants du personnel, et de se dire que sur un certain nombre d'aspects, on a à faire en sorte qu'ils puissent être accompagnés, parce qu'effectivement, ils n'ont pas forcément, comme tout collaborateur de l'entreprise d'ailleurs, une vision transversale. Donc c'est aussi ça l'intérêt, je pense, pour ces nouveaux mandats, peut-être plus recentrés, plus concentrés, mais en tout cas d'avoir une vraie vision transversale et une vraie vision stratégique de l'entreprise. Donc ça peut être aussi un intérêt et une motivation pour attirer de nouveaux profils. Sur ce point ? Oui, clairement, sur la fusion des instances et donc des attributions au sein des CSE fait que, clairement, les élus dans le CSE, demain, devront aborder une montée en compétences plus forte. Maintenant, c'est aussi lié à la deuxième table ronde qu'il y aura sur la valorisation du mandat, dans le sens où ça rejoint la question de savoir si on a les clés de montée en compétences et de formation pour tenir le mandat, mais aussi potentiellement, compte tenu des règles de non-cumul qui ont été posées par le législateur, du retour à l'opérationnel. Donc pour parler concrètement, il faut réfléchir à des formats de formation, à la fois sur la posture du mandat, mais il y a des choses qui sont faites en dehors de l'entreprise, mais on peut réfléchir aussi dans l'entreprise, sur des choses qu'on fait aussi pour des managers, etc., sur la prise de parole, sur certains sujets, et puis aussi d'être avec des formations de montée en compétences pour être bien en connexion avec les sujets de l'entreprise, pour bien comprendre la stratégie, sur l'économique, la compta, etc. Donc clairement, sur cet aspect-là, il faut travailler pour tenir le mandat et pour aussi réfléchir sur la suite. Que les agences Macron réduisent le nombre de mandats, c'est une évidence. C'est comme ça. Que ça fasse modérément plaisir à certains, c'est une évidence aussi. Mais c'est comme ça. Je crois qu'effectivement, alors il y a effectivement une question de s'assurer que les mandats qui restent correspondent bien
aux éléments qui viennent d'être évoqués. Maintenant, il y a l'affaire des représentants de proximité. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Moi, je ne sais pas s'il faut compter en nombre de mandats. Ce qu'il faut compter, c'est est-ce que l'entreprise, puisque maintenant elle a une marge de manœuvre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce que l'entreprise, quel est le modèle de remontée d'information et de proximité qu'elle se choisit? Je pense que c'est ça la vraie question. Évidemment, je ne vais pas vous mentir, tout le monde va se dire, j'ai déjà entendu, ah bon, avec les ordonnances c'est formidable, tac, on va flinguer la moitié des mandats. C'est une mauvaise manière de poser la question. C'est est-ce que les mandats que nous avions, qui étaient très normés, correspondaient à nos intérêts? De mon point de vue, pas à nos intérêts, pas à la direction, à l'intérêt de l'entreprise, je ne suis pas sûr. En revanche, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, maintenant que ces ordonnances nous redonnent une marge de manœuvre, alors imaginons les modèles de représentation les plus adaptés à l'intérêt de l'entreprise et de son projet, ce qui ne signifie pas forcément réduire ou augmenter. Voilà, alors qu'avant on ne pouvait pas le faire, parce que de toute façon le truc était tellement déjà préformaté que c'était fini. Mais il faut reconnaître que certains mandats présentaient un intérêt très relatif dans l'évolution de l'organisation. Donc, je trouve que c'est plutôt une opportunité. Alors, il y aura des débats sur les moyens, les machins, les trucs, ça c'est normal. Ça fait partie du spectacle, du ronron. Oui, je pense que je rejoins le parti sur la partie l'importance de garder, notamment chez Alliance, on est 10 000 salariés avec une présence à Paris, mais pas mal de sites en province, garder cette proximité de terrain. Je ne peux pas vous dire nombre de représentants de proximité qu'on aura parce qu'on n'a pas encore signé, en pleine signature. Mais bon, on n'est pas loin, j'espère, de la signature. Mais c'est important, et ce lien, proximité terrain, lien avec les managers, lien avec les RRH en local. Ça, c'est toujours été c'est important. Et ce qu'on est en train de, ce qu'on va mettre en place, ce sont des commissions par métier, parce que c'est important. Il y a certains, on se dirige vers un CCSE, et si c'est le cas, c'est-à-dire un CCSE, ça veut dire qu'en dessous, il faut bien préparer, s'assurer que les différents sujets, sur les commerciaux, sur les personnes sur les plateformes, tout soit traité avec des personnes et ceux qui sont formés, notamment dans ce métier en fait pour bien préparer ce dossier-là. Je pense que c'est sûr que ça va être ce qu'on va vivre, on ne sait pas parce que ça va être l'année prochaine, mais je pense qu'on prépare bien le terrain et l'aspect de la formation et la formation de tous les nouveaux représentants du personnel. C'est un sujet extrêmement important pour peut-être moins, parce que c'est le cas, mais bien formés, connaissant bien leur métier. Magali, je pense que ça va être à toi de venir nous offrir une synthèse et le mot au nom de la CFE-CGC. Alors, les ordonnances Macron excitent DP, CE et CHSCT. Le CSE entre en scène le 1er janvier 2018. Le comité social et économique constitue indéniablement une révolution pour le paysage de la représentation du personnel en France. La fédération CFE-CGC de l'assurance a constaté que certains grands groupes d'assurance ont profité de l'occasion pour diminuer de façon drastique leur nombre de représentants du personnel. C'est notamment le cas dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Malgré cette dérive, nous pensons que les ordonnances vont permettre de fluidifier le dialogue en le centralisant, ce qui était une volonté forte partagée par le gouvernement et nos employeurs. Nous serons attentifs au fonctionnement de cette nouvelle instance qui exige une professionnalisation de délégués plus compétents et moins nombreux. 2 craintes sur la mise en place du CSE. Le mélange de tous les sujets discutés dans une seule et même instance risque d'en provoquer très rapidement son ralentissement et son asphyxie. Bien que la mise en place des représentants de proximité permette d'éviter une centralisation trop importante, le nombre souvent insuffisant de délégués de proximité et la faiblesse des moyens qui leur sont alloués risquent de dégrader le maillage actuel du territoire. Je me suis perdue. Le maillage actuel permettant la bonne représentation des territoires, des métiers et des établissements, et réduire ainsi à néant l'aide indéniable qu'ils apportent au quotidien auprès des salariés. À ce sujet, la Fédération des assurances, présidée par Joël Mottier, envisage de développer une structure complémentaire pour pallier à cette carence. Joël vous la présentera demain.
En synthèse, moins de délégués dans les entreprises, des charges de négociation plus lourdes, rendant complexes et plus exigeants encore les négociations de branche. Nous restons persuadés que les entreprises dans lesquelles les accords prévoient l'existence de commissions de suivi permettront d'améliorer la qualité du dialogue social. Vous l'aurez compris, notre position est de se battre pour en permettre l'existence dans l'ensemble des entreprises. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus participer à cette table ronde, en espérant que certains d'entre vous pourront rester également ce soir et partager les moments de convivialité. On va passer dans quelques instants et vous nous avez déjà apporté beaucoup de matière à la reconnaissance du parcours syndical qui fera le juste pont. Merci d'applaudir nos invités de cet après-midi. Joël, avant de passer au second plateau, au second débat de cet après-midi, quelques remerciements à d'autres invités qui n'ont pas pu, qui ont dû arriver, normalement, ont dû nous rejoindre dans le courant de l'après-midi. Il va peut-être falloir qu'on allume un petit peu la... Oui, qu'on allume un peu la salle. La salle pour les identifier. Nous avons tous. de nombreux invités qui ne sont pas forcément partie prenante des tables rondes, mais qui nous ont fait l'honneur de venir nous voir. Bien, c'est d'abord mes amis des fédérations, présidents des fédérations de la CFE-CGC, Jean-Claude Forte, Culture et Communication. Spectacle, les intermittents du spectacle, voilà, et tout ça. Michel Delaforce pour la FIECI, ce sont les consultants informatiques, une belle fédération. Patrice Malleron pour la Fédération de la Santé du monde. Michel Foiret, Innova, casino, hôtel, j'en doute, casino, hôtel, restauration, loisirs, voilà. Nous avons, alors Jean-Yves Emery n'est pas encore arrivé pour la métallurgie, mais il serait trop tardé. Alors pour l'aérien, on a Emmanuel Saligna, hein, qui nous sera utile demain pour l'aérien, Emmanuel. Doit arriver aussi Malek Gueye pour la chimie, et puis nos amis de l'UPBA, Régis de Santos, qui fait partie de la table ronde, qui est le président du SNB et le président du secteur bancaire, et puis le Crédit Agricole, Philippe Laine. Belle usine, 8000 adhérents au Crédit Agricole. Alors nous avons aussi des invités de la FFA, Elisabeth Bobby, qui est directrice adjointe à la direction des affaires sociales, Laurent Tissot, qui lui est sous-directeur à la direction des affaires sociales. Dans la salle, nous devons avoir aussi Catherine Legac, je ne sais pas si elle est là, qui est notre coordinatrice nationale CFE-CGC Massif. On a aussi qui est arrivé Alexis Meyer. Est-ce qu'il est là, Alexis? C'est le directeur des affaires sociales de la FFA. Il est dans la salle, d'accord. Donc, de toute façon, on le reverra demain. On a aussi Jean-Jacques Després, DRH du GAN. Voilà. Nous avons Serge Flage de la SACEF, qui était là tout à l'heure. Il est là, oui, qui est intervenu. Jacques Duret, que nous avons vu tout à l'heure, qui était le commissaire aux comptes, qui est aussi le commissaire aux comptes de la Fédération, qui doit être sorti avec un certain Yves Ferré, qui doivent être ensemble, ces deux-là, on peut supposer. On n'oublie pas Nicolas Touet de l'Argus. Nicolas, il était là tout à l'heure. Il est en train de discuter peut-être avec nos amis. Jacques Fétis de Covea, voilà, DRH de Covea, qu'on peut applaudir. On les a beaucoup entendu parler tout à l'heure. Nous attendons aussi Marc Piquet, le directeur général de Opcabaya. Notre ami Nicolas est peut-être avec lui, on le verra tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que je n'ai oublié personne, sinon je vais me faire griffer par ceux que je n'ai pas cités, mais je me permettrai de faire une séance de rattrapage demain si j'en ai oublié. Au cas où, ça marche. On passe au deuxième débat de cet après-midi avec notre deuxième plateau. Nous sommes maintenant sur la reconnaissance du parcours syndical. La reconnaissance du parcours syndical avec Jean-Dominique Simon-Poli, directeur général de Dialogue. Sybille Kéré-Becker, directrice des relations sociales AXA. Sylvie Peretti, directrice des ressources humaines Generali. Fabrice Herriès, directeur général adjoint Groupama. Et Béatrice Revol, responsable des relations sociales et du développement RH au sein d'Aeon. Fred Poichet.
Ainsi que, et il nous rejoint, Frédéric Poichet, oui, écoute, tu peux t'installer là-bas, et Norbert Girard qui va rester présent cet après-midi et également demain, et qui va, comme tout à l'heure, nous planter les grandes lignes de ce que nous allons évoquer sur cette reconnaissance du parcours syndical. Alors, on fera le pont avec beaucoup de choses qui ont déjà été... Attention Joël, je crois que ton micro est encore ouvert, je ne sais pas où tu es. On va faire le pont avec ce qui a été dit lors des débats précédents, mais Norbert, je te laisse nous planter le décor. Oui, donc Norbert, le retour. Donc effectivement, je crois que c'est une question qui suit la précédente table ronde, c'est qu'une fois qu'on a commencé à poser déjà un certain nombre de questions, vient tout de suite derrière celle de la reconnaissance du parcours syndical, ou plus largement celle de la reconnaissance, parce que je crois que c'est une thématique qui dépasse de beaucoup plus loin les seuls représentants syndicaux, tant on est dans un monde qui est en complète transformation, c'est ce qui a été indiqué tout à l'heure avec pas mal d'exemples, où les repères traditionnels de l'entreprise sont tellement chamboulés que précisément on a du mal à se situer et à se reconnaître soi-même par rapport à son évolution professionnelle. Peut-être qu'il y a deux questions en fait derrière celle de la reconnaissance du parcours syndical, ou deux temps différents. Il y a d'une part peut-être ce qui a été ou ce qui est en train d'être accompli, les services rendus, l'utilité apportée à l'entreprise, aux équipes, la réalisation d'un certain nombre de projets, notamment ceux qui sont en cours et qui bientôt appartiendront au passé. Donc ça, c'est une dimension de la reconnaissance qui éventuellement peut conduire à obtenir quelques médailles. Et puis il y a une dimension plus opérationnelle, plus immédiate, qui est notamment si on est dans une optique de reprendre un poste à 100% d'opérationnalité. Comment est-ce qu'à un moment donné, on reconnaît ses compétences, c'est-à-dire sa capacité à s'insérer dans un contexte opérationnel pour continuer à être utile, mais d'une autre manière, peut-être un peu plus tourné vers l'économique, plus directement tourné vers l'économique. Alors on raisonne à la fois en compétences techniques, et ce que l'on observe, nous, en allant interroger des professionnels, tous métiers confondus, c'est que quand on est dans un contexte de révolution digitale, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, il y a besoin de beaucoup plus de techniques. Dans tous les métiers, tout ce que les professionnels nous disent, c'est que pour faire bien notre métier, il faut être davantage ferme, solidement ancré sur la technique. Parce que comme on travaille dans des équipes pluridisciplinaires, comme le client est de mieux en mieux informé, les questions qu'il nous pose, les attentes qu'expriment les uns et les autres sont beaucoup plus fortes, et donc il faut être beaucoup plus fort dans sa technique. Dans le même temps, il y a toutes les compétences dites transversales, alors je dis bien transversales et non pas transférables, que l'on va mettre en œuvre pour réaliser la tâche que l'on a à faire dans un collectif. Alors pourquoi je fais ce distinguo? C'est parce que, un exemple très concret, on parle beaucoup de compétences pédagogiques. Il faut être pédagogue. Alors quand on est commercial et qu'on doit vendre un contrat, il faut expliquer au client pourquoi maintenant il aurait plutôt intérêt à souscrire des unités de compte, par exemple. Ce qui n'est pas toujours évident. Là, il va falloir être pédagogue. Un autre exemple, c'est quand on est indemnisateur, il va falloir expliquer au client ce qu'on prend en charge, ce qu'on ne prend pas en charge et comment ça va se passer pour résoudre le sinistre qu'il a subi. C'est toujours de la pédagogie, mais on est dans des contextes radicalement différents et qui, de fait, positionnent différemment, même si c'est le même intitulé, une compétence dite transversale. En fait, la question, elle n'est peut-être pas tant en termes de compétences que de capacités. Quand on forme des militaires, des gens du GIGN, du RAID, on les forme à tout, mais pas à une situation en particulier, à toutes les situations. Ce qui est important, ce n'est pas forcément d'avoir des compétences qui risquent d'être obsolètes à l'issue d'une formation quand il s'agira de les mettre en œuvre, mais plutôt d'être compétent. Et là, je jargonne pas RH, je jargonne gens du métier. Être compétent, c'est avoir la capacité d'inventer une solution face à un problème qu'on n'a jamais rencontré et que toute la bibliothèque des procédures internes, des règles de production et de ces expériences singulières ne permettent pas de répondre. Donc avoir du métier, être compétent, c'est ça qu'il faut chercher à développer et ça repose davantage sur des capacités d'adaptation que finalement sur quelque chose qui reste figé dans le temps et inscrit sur un instant T. Fabrice Ariès, en fait, c'est par vous qu'on va commencer parce que je sais que vous avez un train et qu'on aura peu de temps pour profiter de votre présence, donc on va y aller un petit peu tous azimuts avec vous.
Pour faire le pont avec notre plateau précédent, on va être sur une réduction du nombre de mandats, sur une augmentation des compétences. Norbert l'a évoqué, il y a également un retour à l'employabilité qu'il va falloir cultiver pour que chacun de ceux qui s'investissent dans ces missions de représentation syndicale puisse garder une vraie compétence dans l'entreprise pour retrouver avec bonheur, on l'espère, leur place à la fin de mandat. Comment est-ce que tout cela résonne chez vous ? C'est un petit peu en vrac, mais comment vous aurez peu de temps Oui, alors, bon. Ça fait beaucoup de questions et je pense que c'est la table ronde qui va répondre aux questions que vous avez posées. C'était l'idée. Je vais essayer de donner 2-3 éléments. Deux choses en préliminaire. D'abord, m'excuser, malheureusement, je dois partir d'ici 10 minutes à cause des horaires de train. Deuxième chose, je voulais saluer les représentants ici présents de Groupama et GAN, qui sont nombreux dans la salle. Avec qui, depuis 7 ans à peu près, on a traversé un certain nombre d'épreuves de dialogue social dans des moments parfois difficiles et parfois heureux, souvent heureux. On a appris avec un dialogue sans complaisance, direct et constructif, à construire de la confiance entre nous, à rendre l'entreprise meilleure et plus performante. Voilà. Donc je voulais les en remercier particulièrement et j'ai tenu à être là aujourd'hui. Sur votre question, qui est comment on fait parcours, etc., etc. Alors, 2-3 choses, et puis je pense que mes collègues auront beaucoup de choses à dire par la suite. D'abord, la responsabilité qui va reposer sur ceux d'entre vous qui exerceront des mandats dans le futur, ces responsabilités seront beaucoup plus importantes que par le passé. Pour 2 raisons. La première, elle est réglementaire, elle est juridique, effectivement. Moins de représentants du personnel, donc des responsabilités accrues et en même temps un nouveau rôle à inventer et dans le même temps une nécessité d'être professionnalisé mais pour un temps moins long, paradoxalement. C'est pas tout. Il y a un deuxième enjeu qui va accroître le poids de ces responsabilités, c'est que tout simplement tout le secteur rentre dans des transformations qui sont majeures. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. On est un secteur d'activité qui n'a pas rencontré de graves problèmes dans le passé. C'est tranquille par rapport à la sidérurgie ou à d'autres. Je ne ferai pas plaisir à tout le monde en disant ça, mais c'était tranquille. Ça sera beaucoup. C'est un secteur qui va évoluer, avancer, se transformer bien davantage dans les 10, 15 ans, 20 ans qui viennent. Et donc, ce qui sera attendu des représentants du personnel, des porteurs de mandat, sera bien plus important demain qu'hier. Ils seront mieux armés pour affronter ces responsabilités si ces responsabilités s'inscrivent dans un parcours. Pourquoi ? Parce que ça leur permettra de construire leurs compétences, de se développer, d'être mieux à même d'entrer dans leurs fonctions, sur leur mandat. Ça nous mettra aussi en situation de davantage former ceux qui prennent un mandat. Et puis ça nous donnera à nous, RH, une responsabilité qui est de les préparer à la sortie, au retour à l'opérationnel, on l'a dit. Plus globalement, je suis persuadé que ça rendra ces fonctions aussi plus attractives, puisqu'on a tous aujourd'hui, quelles que soient les organisations syndicales, je sais que vous avez dans certaines entreprises des problèmes d'attractivité. Plus on construira des parcours, plus on rendra ces fonctions, ces mandats professionnels assimilables à une fonction professionnelle qui s'inscrira dans un parcours, plus on les rendra attractifs et plus on facilitera la suite des opérations. Alors, pour y arriver, je ne veux pas être trop long non plus et manger le terrain des autres, mais pour y arriver, il y a un certain nombre de solutions qui pourront être partagées, mais je pense qu'il faudra qu'on veille à ne pas franchir une ligne blanche. Enfin, une ligne blanche, j'en vois 2. D'abord, construire des parcours, ce n'est pas faire le travail des organisations syndicales. Vous avez vous-même des parcours à construire, vous avez vous-même des formations, des accompagnements pour vos porteurs de mandat. Donc ça, c'est la première difficulté. Il faudra qu'on trouve un équilibre. Deuxième équilibre qu'on va devoir trouver, c'est que construire des parcours syndicaux, les RH en sont persuadés, mais le management, pas toujours. Et il va falloir qu'on arrive à convaincre nos responsables, nos managers, les dirigeants des groupes, que on a mutuellement à y gagner, à investir dans des parcours, à les structurer, à investir dans ce qu'est du développement, en fait. Et c'est le travail des RH que d'investir dans le développement, de développer les potentiels, pas seulement au bénéfice d'organisations syndicales, mais au bénéfice de l'entreprise et de sa performance. Merci de ces synthèses assez rapides. N'hésitez pas à
parce qu'un train n'attend pas, hein, donc il n'y a aucun souci, on ne vous en voudra pas de partir discrètement. Sybille Kéré-Becker, je voudrais qu'on revienne avec votre vision en tant que directrice des relations sociales chez AXA. Vous partagez ces points de vue, diminution du nombre de postes, augmentation des compétences, comment est-ce qu'on accompagne tout ça? Oui, tout ça, je le partage. Je pense que les ordonnances Macron ont été une opportunité pour se reposer toutes les questions importantes, et notamment au niveau des organisations syndicales et des porteurs de mandat. Je sais que c'est une révolution, hein, pour ceux d'entre vous qui êtes là, et pour les représentants, de se dire que c'est une page qui se tourne et que le monde de demain, il sera différent du monde d'hier, parce que les instances sont fusionnées, parce que tous les sujets vont être regardés en même temps, parce que le temps se raccourcit, parce qu'il y a les baby boomers aussi qui partent, parce qu'il y a la réduction du nombre de mandats, parce qu'il y a une parité homme-femme maintenant qui est obligatoire sur les listes. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. On le disait tout à l'heure, les mandats qui sont limités à 3, donc de se dire, pour ceux qui sont permanents, il y a un après. Comment est-ce que je gère cet après? Est-ce qu'il faut que je m'engage à 100% ou seulement pour une partie du temps? Donc c'est beaucoup de questions. Je pense que vous les posez, et puis nous aussi, on se les est posées pas mal, parce qu'on a conscience que demain, et Norbert le disait très bien, que demain, c'est plus de compétences qui sont demandées, une montée en compétences en tout cas, qui est demandée au niveau des organisations syndicales, en tout cas des élus, dans les différentes instances, parce qu'on va leur demander de faire beaucoup plus, en beaucoup moins de temps, et de pouvoir appréhender plus vite tous les enjeux au niveau des dossiers. Et par rapport à ça, on a un regard de l'entreprise sur ses partenaires sociaux, au-delà de la direction des affaires sociales qui a l'habitude de fonctionner avec eux, mais on a un regard de l'entreprise qui, lui, est amené, qui est questionné et qui, je pense, demain, doit évoluer pour qu'on ait un dialogue social qu'on puisse profiter de cette occasion pour renouveler le dialogue social et renouveler le regard que l'entreprise porte sur ses représentants. Alors c'est très intéressant, parce que là encore, quand on s'était rencontrés, je me souviens de vos propos et de ces notes, le raccourcissement des mandats et leur non-permanence va changer le point de vue des managers sur les OS. Oui, moi j'ai une conviction, c'est qu'à partir du moment où, en tous les cas dans l'état d'esprit des gens, et que ce soit des élus, comme des managers, comme des collaborateurs, les mandats ne sont plus un état permanent. Et donc du coup, je le crois, on va avoir une dynamique de repositionnement, enfin pas de repositionnement, mais une dynamique dans les parcours. C'est-à-dire que je pense que c'est beaucoup plus facile de convaincre un certain nombre de collaborateurs qu'un engagement sur un mandat, et surtout si les managers changent leur regard, mais qu'un engagement sur un mandat peut être valorisé dans le cadre d'un parcours, parce que sur ce mandat, ça va être l'occasion d'apprendre un certain nombre de choses sur l'entreprise, d'avoir une vision transverse, de collaborer avec d'autres services, d'appréhender des sujets de négociation, d'appréhender une vision stratégique de l'entreprise, et que mettre un parcours syndical d'un mandat, par exemple, dans un parcours d'un de nos collaborateurs est un plus. Et ce sera beaucoup plus facile, on va dire, à vendre comme quelque chose de positif et comme quelque chose qui apporte une plus-value à l'entreprise, aux managers et aux collaborateurs. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, personne n'en est complètement convaincu parce qu'on ne l'a pas encore mis en place. Oui. Mais je pense que assez rapidement, et si ce n'est pas sur cette première élection, je pense qu'on sera en capacité de le démontrer sur la suivante, ça va donner, je pense, un fort impulse à ces sujets où on sait que d'abord on a des problématiques de pyramide des âges dans un certain nombre d'organisations syndicales, et ensuite on a une difficulté à capter l'intérêt notamment des jeunes qui arrivent sur le marché à s'engager dans le syndicalisme. Et bien je pense que le fait de ne plus être dans une démarche permanente va permettre, et aussi
je pense, parce que comme on a, et c'est très important aussi, comme on va avoir des élus qui vont avoir moins de temps, qui vont avoir plus de regard, et j'étais d'accord avec précédente personne qui disait il faut qu'on soit un hélicoptère laboureur, c'est-à-dire qu'à la fois on va leur parler de stratégie et en même temps ils vont être de temps en temps amenés à gérer des questions de DP ou des questions. Et donc du coup, cette capacité-là, il faut qu'on accélère nous, et donc dans les négociations qu'on a aujourd'hui, on prend beaucoup de temps pour définir le parcours de formation lorsque un élu va entrer dans son mandat, pour qu'il soit en capacité de tenir son rôle et ses missions le plus rapidement possible. Et donc ça aussi, ça va changer le regard des managers, parce qu'à partir du moment où l'entreprise investit sur un parcours d'intégration pour les jeunes, pour les élus, pour les nouveaux élus, pas les jeunes mais les nouveaux élus, ça change aussi le regard et ça valorise cette démarche. Voilà, donc je pense qu'effectivement, on pourrait avoir de jeunes talents plus facilement dans nos futures élections. Et qui seront nécessaires. Béatrice Revol, je voudrais reprendre les notes également, parce qu'on a parlé de rendre attractifs ces mandats. C'est indispensable chez vous parce que vous avez peu de candidats à la représentation syndicale. Effectivement, chez nous, on a constaté pas une fuite, mais un intérêt de moins en moins important dans le syndicalisme. Au fur et à mesure que des nouveaux arrivants se syndiquaient, par exemple lors des dernières élections pour la CFE-CGC, la CFE avait accès sur des profils beaucoup plus capés, entre guillemets, c'est-à-dire avec plus de leadership, beaucoup plus appréciés des collaborateurs, mais reconnus aussi pour leurs compétences professionnelles. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ces collaborateurs-là, au fur et à mesure, avaient démissionné de l'entreprise, puisque c'était un élément dans leur parcours professionnel, mais pas qu'un élément dans leur parcours syndical. C'est-à-dire qu'ils s'étaient inscrits vraiment dans une démarche syndicale pour y trouver quelque chose qui allait les aider à évoluer aussi dans leur carrière. Et c'est un peu la clé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder comment l'individu va s'y retrouver. On parlait tout à l'heure, j'entendais parler de la quête de sens. C'est quelque chose qui est au cœur de nos débats RH aujourd'hui. Au-delà du collectif, le collaborateur, il a besoin de savoir pourquoi il s'inscrit dans un parcours syndical, mais aussi pour lui-même. Qu'est-ce que ça va lui apporter et en quoi il utilisera plus tard ses compétences. Donc la démarche pédagogique est effectivement essentielle. Lors des dernières élections, par exemple, nous on avait fait des formations internes pour former les élus à leur propre mandat, ce qui avait beaucoup joué dans la proximité dans notre dialogue social. Donc ça, c'est une vraie vertu. Et dans notre nouvel accord de mise en place du CSE, on a convenu aussi de faire ce type de pédagogie auprès des managers pour qu'ils comprennent vraiment l'intérêt du partenariat avec les représentants syndicaux. Jean-Dominique Simon-Poli, la parole enfin arrive jusqu'à vous. Vous êtes directeur général de Dialogue, l'a bien nommé. Et votre rôle est justement de favoriser, de promouvoir l'innovation en matière de dialogue social. Manquez pas de boulot en ce moment. Oui, il y a du travail, mais je trouve que c'est extrêmement courageux de votre part d'avoir mis à l'ordre du jour du Congrès cette question des parcours syndicaux et de la façon dont on va à l'avenir, d'ailleurs dans un avenir qui peut être assez proche pour un certain nombre d'entre vous, et comment à l'avenir on va pouvoir aborder de manière un peu plus sereine cette question. C'est courageux de votre part. J'aimerais que du côté patronal, on ait les mêmes convictions qui soient partagées et le même courage. Je ne parle pas des deux qui sont à mes côtés, mais ni de votre branche professionnelle qui fait du travail à cette occasion, mais de façon plus générale, moi il me semble que ces ordonnances elles mettent en lumière effectivement le fait que, bon vous l'avez tous dit, on va avoir des mandats qui vont être plus courts, on va avoir des parcours qui vont être complètement différents de ceux qu'on avait auparavant dans le milieu syndical, mais on a besoin aussi d'avoir des entreprises qui prennent la mesure de ce que ça veut dire. Et la mesure de ce que ça veut dire, il me semble que ça pose plusieurs questions. La première, c'est comment l'entreprise va utiliser les compétences acquises par un syndicaliste dans l'exercice de son mandat. Ça a été un peu évoqué pour lancer un peu le débat. Sur ce plan, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de choses à réaliser. La deuxième question, je ne fais que soulever des questions parce qu'elles me semblent importantes. La deuxième question, c'est comment on va permettre au management de s'intéresser un peu plus activement au fait syndical. Et là, on tombe sur un problème qui est culturel. La France, de ce point de vue-là, traîne des années de culture syndicale et managériale qui sont des cultures conflictuelles,
plutôt que des cultures de discussion collaborative. Hein. Et de ce point de vue-là, il y a besoin de modifier profondément les choses. Je vais vous raconter une anecdote. C'est que dans le rapport que j'ai remis à Muriel Pénicaud, elle nous avait demandé, à Gilles Gâteau et à moi-même, d'aller rencontrer la présidence des grandes écoles et la présidence des universités. Muriel Pénicaud considérant à juste titre que du côté du management, il y avait beaucoup d'efforts à faire pour former les managers aux réalités syndicales. Cette rencontre, elle a eu lieu au mois de janvier. La loi a été adoptée fin janvier et on a rendu le rapport en février. Donc, j'y suis allé, présidence des grandes écoles. Je lui parle des ordonnances. Il me coupe la parole et me dit « Mais vous me parlez de quoi, là ?» Les ordonnances travaillent. Voilà. Il n'était pas au courant qu'on était en plein débat. On n'était pas en dehors du temps. On était en plein débat sur les ordonnances. Mais cette anecdote, elle est révélatrice d'une réalité. C'est que dans les grandes écoles, les managers qui sont amenés à se former, qui demain seront en responsabilité et auront, pour certains nombre d'entre eux, des responsabilités à caractère social, eh bien, ces managers, ils ne sont pas du tout acculturés au fait syndical. C'est-à-dire, on a aujourd'hui dans nos entreprises encore malheureusement beaucoup trop de gens qui voient le syndicalisme comme étant un syndicaliste, c'est un empêcheur de tourner en rond. Et donc à partir de là, si demain on va lui dire eh bien, dans ton équipe tu vas récupérer, mon cher ami, un syndicaliste qui n'a plus de mandat, il va prendre ça plutôt comme un handicap que comme une possibilité de développer son business. Parce que oui, les syndicalistes acquièrent des compétences dans l'exercice de leur mandat et toute la question va être de valoriser ces compétences, de pouvoir comment on peut les utiliser dans l'entreprise et comment on peut les mettre au service de tous dans des parcours professionnels et des parcours syndicaux qui seront beaucoup plus faciles à gérer et beaucoup plus faciles à organiser. Et c'est aussi comme ça qu'on attira. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je tiens comme à vous féliciter une deuxième fois, c'est que vous êtes sans doute une des seules organisations syndicales à se poser la bonne question. C'est-à-dire comment, en valorisant les parcours syndicaux et en valorisant les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat, on arrivera à, comment dirais-je, à intéresser des plus jeunes à prendre des responsabilités syndicales. Parce que c'est l'occasion de leur dire tu vas rentrer dans un mandat syndical, tu vas prendre un mandat syndical et sache qu'à la fin de ton mandat syndical, ce que tu as appris, on va pouvoir l'utiliser intelligemment. Et pour un certain nombre d'entre eux, ça peut même être un accélérateur de carrière. Donc voilà, je pense qu'il y a des questions nouvelles qui sont posées aujourd'hui et qui permettent d'ailleurs, on voit bien à travers ces ordonnances que ça redonne d'un certain point de vue à la fonction syndicale aussi ses lettres de noblesse, parce qu'on va les monter en compétences, on va vous permettre de monter en compétences, d'acquérir des compétences nouvelles et de jouer pleinement votre rôle. Et ça met aussi en lumière la nécessité de redonner à la fonction RH ses lettres de noblesse, qui les a perdues au fil du temps. Parce que ça m'a surpris, mais j'étais dans les débats depuis ce matin, il y a un aspect des ordonnances qui n'a pas du tout été évoqué et qui est tout à fait fondamental, c'est que dorénavant, mes chers camarades, puisque je suis un ancien syndicaliste, eh bien, un accord, pour qu'il soit applicable, il faut qu'il soit majoritaire. Voilà. Et donc, vous avez un rôle tout à fait décisif à jouer pour que ces accords puissent se réaliser et se mettre en place dans les entreprises. Et donc, la fonction RH, elle a aussi à retrouver ses lettres de noblesse comme étant un élément stratégique de l'entreprise au moment où il y a toutes les transformations qui sont à venir dans vos secteurs. Alors, vous avez posé beaucoup de questions. On va avoir des ébauches de réponses avec Sybille Bérébecker et je crois quelques remarques peut-être un peu moins consensuelles à votre gauche juste après. On va les prendre dans l'ordre. Bon, moi, je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Dominique. Je partage beaucoup, même beaucoup de ce que tu as dit. Je crois ces ordonnances sont une forte opportunité parce qu'elles amènent à se poser des bonnes questions. Parce que toutes ces questions-là, on se les pose quand même depuis un bon moment. Mais là, on est un peu au pied du mur parce qu'on voit qu'il y a un renouvellement de toute façon des compétences, etc. à organiser et une montée en compétences, en tout cas des partenaires sociaux à faire. On voit aujourd'hui que la fonction syndicale, en fait, c'est un peu un angle mort dans l'entreprise. Je m'explique. Chez nous, par exemple, on a beaucoup travaillé sur les compétences métiers, compétences professionnelles, relationnelles, et on a, pour les différents métiers de l'entreprise, établi des fiches métiers dans lesquelles on réfléchit
aux compétences requises et à l'évolution de ces compétences dans le temps. Et je parle des 2 niveaux de compétences techniques et compétences relationnelles. On l'a fait pour tous les métiers. Il y a juste un endroit où on ne l'a pas fait, c'est tout ce qui concerne les mandats des représentants du personnel. Et avec la négociation de l'accord sur l'évolution du dialogue social, eh ben, on s'est posé la question, tiens, et si on faisait des fiches mandats, et si on réfléchissait sur les compétences métiers et les compétences professionnelles relationnelles qui sont mises en œuvre dans l'exercice du mandat syndical. Et c'est quelque chose qu'on veut faire et qu'on veut chaîner d'ailleurs avec l'entretien professionnel, parce que c'est quand même une bonne occasion, dans cet entretien professionnel, de se poser les bonnes questions d'évolution et de pouvoir dire dans les dispositifs qu'on a à notre main, comment est-ce qu'on inventorie pour un élu qui va avoir un mandat, comment on réfléchit sur ces compétences qui sont mises en œuvre, comment on les formalise et comment est-ce qu'on met en place, parce que la question qui se pose derrière, c'est comment est-ce qu'on met en place les formations qui vont bien pour permettre d'évoluer dans la technique. Je parle en termes de compétences techniques, c'est la compréhension des enjeux de l'entreprise, les finances, la fonction RH, le droit syndical, le droit du travail, les grands agrégats financiers, etc. Donc il y a beaucoup d'aspects de compétences techniques à avoir. Et puis il y a tout ce qui concerne également comment je manage, parce qu'il y a des managers d'équipe dans les organisations syndicales. Il y a les fonctions de leadership d'influence, capacité de management d'influence, capacité à s'exprimer, organiser son temps, etc. Donc il y a tout un tas de compétences sur lesquelles il faut pouvoir évoluer. Il y a la compétence relationnelle. Alors c'est amusant parce qu'on a beaucoup discuté de compétences relationnelles chez nous. Et alors s'il y a une fonction dans laquelle les compétences relationnelles sont mises en œuvre, c'est bien dans l'exercice du mandat syndical. Et là, je pense que ça vaut le coup de les extérioriser. Pourquoi je parle de tout ça? C'est non seulement pour les aspects de montée en compétences et de formation, mais c'est pour rejoindre ce que disait Jean-Dominique, c'est comment est-ce qu'on extériorise ces compétences par la suite et comment on les valorise pour pouvoir dire à la fonction RH, mais également aux managers qui recherchent derrière, qui raisonnent par les compétences pour staffer ces postes, comment est-ce qu'on montre que dans l'exercice d'un mandat syndical, on a acquis de nouvelles compétences ou amplifié des compétences existantes. Donc l'enjeu et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir formaliser, extérioriser, valoriser ces compétences et faire en sorte qu'en plus, pour ceux d'entre vous qui ont des métiers, et je sais qu'à la CFE-CGC, il y a beaucoup de porteurs de mandats qui restent très ancrés dans leur métier opérationnel. Comment est-ce que ces compétences du mandat syndical, on les met en plus du reste pour en faire, pourquoi pas, et moi je suis assez d'accord avec ça, pour en faire des accélérateurs de carrière et pouvoir donner envie, parce que c'est l'enjeu et tout ce qui se joue, c'est comment est-ce qu'on donne envie aux nouvelles générations notamment de s'engager dans le mandat syndical. Je crois que c'est une question universelle qu'on évoque depuis ce matin et qui revient assez régulièrement. Oui. Sylvie Peretti, pour revenir sur les propos d'il y a quelques minutes, je vous ai quand même joué un petit peu tiqué. Non, c'est juste que j'ai réagi sur les lettres de noblesse de la fonction RH. Moi, je trouve qu'un des faits marquants, et au-delà des lois, des ordonnances, c'est vrai qu'il y a eu la mise en place de l'accord majoritaire qui change la donne. Mais avant ça, il y a eu les orientations stratégiques. Et ça aussi, c'est un élément qui a vraiment changé les choses. Les orientations stratégiques et les perspectives, et tout ce qui touche aussi à l'anticipation sur les métiers, etc., sont des éléments qui ont redonné la main à la fonction RH et au dialogue social et aux partenaires sociaux sur des sujets qui sont vraiment... qui permettent de prendre du recul et d'essayer d'anticiper et de comprendre et peut-être d'intervenir plus et de se sentir plus à l'aise pour intervenir sur la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est majeur. C'est un élément vraiment, pour moi, extrêmement significatif et important. C'est-à-dire quand on demande l'information, consultation sur la stratégie de l'entreprise, c'est un moment clé. C'est des choses qui, il y a 4-5 ans, n'existaient pas, qui aujourd'hui font prendre la mesure de l'importance des représentants, des organisations syndicales, des représentants du personnel, dans le jeu de l'entreprise. Et là-dessus, on a bien vu qu'au départ, il
la prise en main a été prudente et que petit à petit, et là aussi il y a une montée en compétence sur ces sujets de la part des élus et qui me paraît absolument majeure dans le rôle qu'elles vont jouer dans les années qui viennent et aussi dans l'importance qu'elles vont pouvoir revêtir aux yeux des managers, parce que je te rejoins, le manager n'est pas toujours convaincu que le dialogue social est un plus dans l'entreprise. Voilà. Et donc, parfois, c'est pas vrai pour tous. On a quand même beaucoup de managers qui sont convaincus que sans dialogue social, il n'y a pas de performance, et il n'y a pas de performance relationnelle, mais il n'y a pas de performance non plus économique. Donc, on n'a pas ce travail à faire. De temps en temps, on a quelques irréductibles. Bon, et ça, c'est vrai aussi qu'avec avec les nouvelles lois, ça va nous permettre de repasser les bons messages. Je pense qu'il y a un élément aussi extrêmement clé dans le succès des organisations syndicales demain et dans la façon dont on les appliquer, c'est le choix de vos recrues. Je pense honnêtement que si vous avez des talents, si vous arrivez à capter, si vous arrivez à intéresser des talents aux questions syndicales, vous allez avoir aussi assez rapidement une adhésion du management. Voilà, je le dis. Et donc ça, c'est important pour, pour vos équipes de demain. Allez chercher les meilleurs. Et là, vous aurez de l'entreprise. Il faut les convaincre que le dialogue social et que le monde syndical est un monde qui peut leur apporter quelque chose et qui apporte une performance et quelque chose de plus à l'entreprise. Et là, on aura gagné tous ensemble, je pense, une grande bataille. Norbert, tu souhaitais réagir? Oui, je voulais juste peut-être rajouter au panorama général, c'est que effectivement l'assurance n'a pas vraiment connu la crise jusqu'au début des années 2010. Parce que finalement, les marchés étaient croissants, ils étaient rentables, et on n'a pas connu dans notre secteur d'activité les mêmes transformations avec la même force que dans d'autres secteurs d'activité. On citait tout à l'heure la sidérurgie, je crois que c'est un bon exemple. En revanche, c'est tous nos repères habituels qui sont remis en question. Il va falloir apprendre à penser à l'envers. On était dans une logique de l'offre, il va falloir basculer dans une logique de la demande. On parlait d'orientation client, c'était une vraie tarte à la crème, mais dans quelle mesure est-ce qu'on s'intéressait vraiment au client? Là maintenant, on n'a pas le choix que de faire avec, parce que s'il n'est pas content, il va s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est toute la notoriété de l'entreprise qui va s'effondrer. Donc maintenant, il faut faire avec. À l'intérieur de l'entreprise, on intègre un certain nombre de générations, et pas simplement les plus jeunes. C'est pas, une génération, c'est pas simplement qu'une question d'âge, qui est dans un rapport au travail, un rapport à l'autorité, un rapport au sens du travail qui est complètement différent. Et ce que l'on sait, c'est que pour atteindre la performance, il va falloir de l'implication, de l'engagement, de la motivation. Et ça, on peut toujours le mettre dans une fiche de poste, ça ne suffit pas. Il va falloir aussi dépasser, Sybille en a parlé, cette manière, cette représentation que l'on a de l'entreprise avec des organigrammes qui restent quand même relativement en râteau et une attribution à chacun, un positionnement dans cet organigramme qui passe par un métier. Le métier est une référence, mais une référence à marqueur social, mais qui est en phase d'affaissement. Il y a d'autres manières de se reconnaître dans l'entreprise que le métier. Alors les compétences, et je disais tout à l'heure qu'on attend de plus en plus de compétences techniques, oui, mais de plus en plus de compétences transverses que l'on partage avec d'autres. Et donc à partir de ce moment-là, on a de plus en plus de mal à se reconnaître par rapport à l'autre, soit à l'identique, soit en opposition par rapport à l'autre. Raisonner également en termes de rôle, de fonction, et identifier ces rôles et ces fonctions dans la marge de l'entreprise peut être un moyen d'obtenir d'autres formes de reconnaissance, de la même manière que l'on définit les compétences, que l'on définit les capacités, j'en ai parlé, mais parler également des postures. La posture, c'est-à-dire la manière dont on met en œuvre une compétence ou une capacité, joue dans l'atteinte ou non de la performance. Juste un exemple très rapide, quand vous allez au restaurant, vous allez comprendre tout de suite, vous préférez quoi? Avoir un serveur qui est un petit peu malhabile, mais qui a véritablement envie de bien vous servir pour que vous soyez satisfait de votre passage au restaurant, ou quelqu'un qui a fait l'école de Lausanne, qui est parfait en tant que serveur, mais qui reste froid et distant. Vraisemblablement, vous préférez la première option. C'est ce que nos clients attendent de nous. Et les clients, ils sont aussi bien externes qu'internes.
De la montée en compétences, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière transverse dans les entreprises. Vous venez de le citer tout à l'heure également. Beaucoup chez la CFE-CGC restent ancrés dans des missions opérationnelles, d'une part pour avoir une vraie légitimité à aller être des bons interlocuteurs dans leur mandat, mais aussi pour cultiver une employabilité, une réemployabilité, un retour à un emploi hors mandat syndical. Comment est-ce que vous allez faire pour accompagner cela concrètement au sein de chacune de vos structures ? Tous les regards sont là-bas. Béatrice Revol, peut-être. Moi, je pense qu'un des vrais challenges de ces ordonnances, c'est un peu, et là où on verra si le tournant se fait, c'est comment vont se coordonner. Vous parliez tout à l'heure de la coordination au sein des entreprises, c'est vraiment la coordination au sein des syndicats. Comment on va avoir un leader qui a les compétences, le savoir-être nécessaires pour confier des missions à chacun et responsabiliser chacun. Le travers qu'on a aujourd'hui dans l'organisation avant ordonnance, c'est qu'on a finalement un petit noyau qui s'investit, même se surinvestit parfois, pour se couper complètement de son métier, pendant que d'autres ont un mandat, mais finalement ne s'investissent pas, ne prennent pas forcément les ordres de délégation. Donc je pense que la réduction des ordres de délégation, la réduction du nombre de mandats n'est pas une fin en soi. Là, il faut voir vraiment comme finalement une bonne chose, le fait qu'il y ait moins de mandats, parce qu'on n'a que des personnes qui vont s'investir. Ça, j'y crois. Maintenant, c'est un peu à vous d'aller définir, trouver les bonnes personnes et passer au-delà aussi des biais. Par exemple, on a vu dans notre entreprise un élu du CE qui était comptable, enfin qui est toujours comptable. Il a été élu comme trésorier adjoint. Et puis on s'est dit, tiens, un trésorier adjoint, c'est génial, il est comptable, il va nous faire du super boulot. Finalement, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, lui, c'est quand il va s'investir dans le CE, c'est plutôt gérer des activités sociales et culturelles. Il veut voir autre chose que son métier. C'est pour ça que le parcours est essentiel aussi. Il faut être à l'écoute de chacun des syndiqués pour savoir ce qu'ils viennent chercher. Et ça permettra, je pense, de redynamiser vraiment l'activité syndicale. Sybille Kirabecker. Alors, moi, je pense qu'il faut déjà, le court terme qu'on a à gérer, le très court terme, c'est d'assurer une reconversion réussie de ceux qui vont perdre leur mandat. Et ça, on y est très attaché, parce que la façon dont ça va se dérouler, c'est ce qui va également conditionner la suite, c'est de dire, on a des reconversions réussies, on a des belles histoires à raconter, et ça va donner envie pour le reste, et rassurer ceux qui prennent ou qui continuent dans les mandats, dans le mandat actuel. Ce sont les premiers marqueurs. Oui, et ça c'est le premier marqueur, et ça passe par beaucoup de communication interne et beaucoup de communication auprès des managers. Donc il est clair que là-dessus, la fonction RH, elle va avoir faire une pression amicale vis-à-vis des managers pour faire en sorte que ça se passe et que ça se passe bien et en confiance. Donc ça c'est important. La deuxième chose, c'est vraiment d'accompagner les porteurs de mandat. Aujourd'hui, les porteurs de mandat, quand ils rentrent dans leur mandat, ils rentrent un peu dans un champ de liberté où leur seul, je parle des permanents, mais au moins non, pour la partie du temps qu'ils consacrent à leur mandat, leur seul maître, c'est leur organisation syndicale. Et on ne regarde pas vraiment, et d'ailleurs on n'a pas le droit, et d'ailleurs ils sont assez sourcilleux sur le sujet, on ne regarde pas tellement ce qu'ils font. Alors, il ne s'agit pas du tout de s'immiscer dans ce que fait l'élu quand il gère son mandat, mais d'être au moins dans un suivi de la personne qui soit plus rapproché. Dans la personne, dans sa trajectoire professionnelle. Il ne s'agit pas de s'immiscer du tout dans ce qu'elle fait dans son mandat, mais de voir ce dont elle a besoin pour se former, de voir comment ça va, de voir comment elle se projette dans le futur. Est-ce qu'elle se projette sur une mandature? Est-ce qu'elle se projette sur 2 mandatures, sur au-delà, etc. Et également sur ce qu'elle... et je pense vous le disiez très très justement, je pense qu'il y a des gens qui ont des motivations quand ils prennent des mandats, qui sont des motivations qui d'élargir son champ d'activité professionnelle, pourquoi pas de jeter un pont vers quelque chose d'autre, parce que après tout, et moi je mesure également la chance que j'ai dans le dialogue social que j'ai avec les partenaires sociaux, on est sur certains sujets, Sylvie le disait tout à l'heure, mais quand on discute d'orientation stratégique en CE, on a quand même une chance extraordinaire de pouvoir avoir un champ d'information et de faire
de discuter ensemble d'informations qu'aucun autre collaborateur n'a à ce point-là dans l'entreprise. Donc il y a une capacité à pouvoir s'élargir en termes de compétences qui est très grande. Et je crois que tout ça, il faut pouvoir le partager avec les managers et que les managers aient bien conscience de ce que font les partenaires sociaux quand ils ne sont pas là et quand ils vont en instance, de le partager aussi avec les collaborateurs, parce qu'on parle beaucoup des managers, mais à l'occasion des élections, on s'aperçoit que les collaborateurs, à part les œuvres sociales, ils se demandent souvent à quoi servent les partenaires sociaux. Non, mais c'est vrai, hein, ils se disent... Eux, ils voient le chèque ou les billets de cinéma, mais ils se demandent un peu à quoi ça sert, hein, un partenaire social. Et à l'occasion, nous, des élections, c'est une occasion, et c'est ce que font les organisations syndicales, et c'est aussi ce qu'on relaie en interne, c'est de leur dire, les partenaires sociaux, c'est les accords dans lesquels vous vivez, les rémunérations, l'intéressement, la participation, etc., sachez juste que c'est issu d'accords et que ça le sera de plus en plus, hein, puisque demain c'est l'accord majoritaire et le règne de l'accord majoritaire. Donc les partenaires sociaux ils servent notamment à ça, et ça c'est ancré dans le quotidien des uns et des autres. Donc ce que je voulais dire, c'est l'ancrage dans le quotidien et la proximité des préoccupations des collaborateurs, et c'est aussi un point qui sera très important pour le futur. Sylvie Peretti, et puis on terminera avec vous. Alors, nous, on a pris un chemin un petit peu différent sur la fin. Enfin, on a pris le parcours dans sa totalité. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on travaille énormément sur l'entrée dans le parcours et la formation qui va accompagner l'entrée dans le parcours. On met en place un suivi pendant la durée du mandat. Et alors, sur la fin de mandat, et notamment ceux qui se retrouveraient, qui étaient permanents et qui se retrouveraient en sortie de mandat, nous, on a négocié l'année dernière un accord GPEC, notamment pour anticiper les mutations de métiers. Et donc, on a identifié un certain nombre de mesures pour accompagner notamment les changements de métier quand les métiers sont amenés à disparaître. Et en fait, là où on est en train de réfléchir, alors je parle au conditionnel puisqu'on finalise la réflexion et qu'on a encore une séance de négociation, mais en fait, on construit la fin du parcours en s'appuyant sur les outils qu'on a développés dans la GPEC et l'ensemble des outils, c'est-à-dire la possibilité d'être en reconversion, la possibilité de éventuellement faire de la mobilité externe, sécurisée, la possibilité de avoir des formations, alors de partir d'une VAE, enfin de muscler les VAE, de travailler sur ces process. Et en fait, on s'est vraiment appuyé sur le socle qu'on avait négocié l'année dernière pour sécuriser les élus qui se retrouveraient en situation de reconversion en réalité et comme les salariés qui demain, le métier demain va disparaître et donc sur lequel on les accompagne. Donc il n'y a pas plus de raison que... voilà, on a trouvé que c'était exactement le même dispositif à mettre en place. Voilà, et du coup, c'est là-dessus qu'on est parti, nous. Jean-Dominique Simon-Pellier, et puis ce sera le mot de la fin. Oui, moi, en ce moment, il y a un espèce de syndicalisme bashing qui se développe. On a pu voir, c'est pas chez vous, mais ce qui se passe ailleurs, mais c'est pas très brillant d'ailleurs. Mais le syndicalisme, il n'a pas bonne presse en règle générale. Moi, je pense qu'on est à un moment avec ces ordonnances où il y a une possibilité de retrouver là aussi un fort développement du syndicalisme dès l'instant où il arrivera aussi à se poser des questions tout à fait essentielles. Alors, certains d'entre vous sont en train de négocier la mise en place des CSE. C'est pas simple, j'ai bien compris, les problèmes de moyens, etc. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je pense que c'est le moment privilégié aussi de se poser d'autres questions et des bonnes questions. Ce que vous disiez sur l'évolution du secteur, on voit bien qu'on est à la veille, alors ça fait des années qu'on le dit, mais on est à la veille quand même de profonds bouleversements. Maintenant, avec sa montre, on pourra connaître son rythme cardiaque, on pourra donner des datas à tous ceux qui vont être les propriétaires pas les propriétaires, mais ceux qui ont créé ces outils-là. Donc on voit bien que demain, c'est un secteur qui peut être complètement bouleversé par l'arrivée de nouveaux acteurs, avec des capacités d'intervention extrêmement fortes. Et vous avez la possibilité, moi me semble-t-il, dans les nouvelles formes d'organisation du travail qui vont se mettre en place, dans les nouvelles formes d'organisation, d'IRP qui vont se mettre en place, la possibilité aussi d'intervenir pour vous poser les bonnes questions. Mettez en œuvre, mettez en place dans vos CSE
des commissions nouvelles sur les métiers, par exemple, parce que ce sont des commissions, je sais que chez AXA ils l'ont fait, chez d'autres le font aussi. C'est autour de ça que vous allez pouvoir aussi développer vos compétences et en acquérir de nouvelles sur des enjeux tout à fait essentiels. Parce que ce qui va être déterminant, c'est la capacité avec laquelle ces entreprises, vos entreprises, vont être en mesure de pouvoir répondre aux besoins. Vous évoquiez les demandes des clients, mais ça va être enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, un client, il peut changer d'assureur comme il l'entend, mais comment on va faire pour les conserver? Donc, je pense que là, le syndicalisme, il a à se poser ce genre de questions. Et j'insiste là-dessus, ça va être mon dernier mot, mais battez-vous aussi avec vos directions, avec vos DRH, pour pouvoir jouer ce rôle-là, qui est tout à fait essentiel, et arriver à les convaincre, elles aussi, qu'elles ont tout intérêt à vous donner ce genre de responsabilité, à vous permettre d'intervenir sur des enjeux de cette nature, parce que c'est demain, aujourd'hui et demain, c'est l'agilité des entreprises qui va être en cause. Et cette capacité qui est la vôtre aussi de nouer des accords, de négocier des accords et de pouvoir les appliquer avec la force qui est la vôtre, ça peut vous permettre aussi de rebondir, en tout cas de ne pas subir ces évolutions qui vont apparaître dans vos secteurs. Frédéric. Le temps de laisser passer ces quelques applaudissements et c'est à toi que revient le privilège de fermer cette table ronde. Merci. Je vais vous lire quelques lignes qui, me semble-t-il, résument bien les échanges que l'on a eus. J'ai juste entendu une petite phrase où effectivement il y a des managers qui peuvent être réticents ou des directions qui peuvent être réticentes. Il me semble juste que si on a un dialogue social de qualité, tout le monde en tire bénéfice dans l'entreprise. La reconnaissance du parcours syndical est indispensable, voire vitale, pour inciter les salariés à s'engager dans un mandat de représentation du personnel. Et c'est un véritable enjeu pour maintenir ou élever la qualité du dialogue. Il nous faut collectivement changer les mentalités, notamment du côté de nos directions opérationnelles. Il est nécessaire de les sensibiliser aux faits syndicales pour qu'ils en comprennent mieux le rôle. Moins de délégués, mais surtout mieux formés. Développer les VAE existantes avec Sciences Po, avec Paris-Dauphine, utiliser les bilans de compétences, travailler sur l'après-mandat pour permettre un retour à l'emploi réussi. Le parcours syndical doit être considéré comme une expérience positive, enrichissante, qui apporte un plus dans le cheminement professionnel, aidé en cela par l'évaluation des compétences acquises ou à développer. Dans mon entreprise, la Matmut, avec M. Ruttard, notre DRH, nous avons signé un accord qui a permis la mise en place de 2 certifications. Le certificat de relations sociales qui vise la valorisation des parcours dans les différentes instances en s'appuyant sur un référentiel des compétences syndicales. Et le certificat de compétences socio-professionnelles qui sera à destination des représentants du personnel qui cesseront leurs activités syndicales en lien avec la mise en place du CSE fin 2019. À nous de recruter des profils qui correspondent à cette nouvelle donne. À l'entreprise de ne pas bloquer, voire même favoriser l'émergence de ces nouveaux profils dans le respect de la liberté syndicale. L'image du syndicalisme s'en trouvera améliorée au bénéfice de la collectivité. Un point de vigilance également, c'est l'absence de jeunes qui adhèrent et surtout qui s'engagent. Après nous, qui prendra le relais pour défendre l'intérêt des salariés, les intérêts? La mise en place de parcours syndicaux valorisants et valorisés serait peut-être également de nature à susciter des vocations. C'est donc un énorme travail qui doit aboutir. La CFE-CGC s'y emploie déjà. Nous souhaitons que le terme « partenaire social » soit plus que jamais une réalité. La reconnaissance du parcours syndical en est le levier. Merci beaucoup Frédéric. Et merci à chacun d'entre vous d'être venu participer à cette table ronde. Au plaisir de vous recroiser tout à l'heure lors du dîner pour ceux qui resteront avec nous. Joël, un tout petit changement sur le planning, puisqu'effectivement nous avions prévu et annoncé la présence de Carole Couvert, qui a un problème de train et ne peut pas être avec nous ce soir. Oui, ou une incompréhension sur l'horaire, puisque j'avais dit 18h, et puis apparemment c'est 18h50, donc 19, et là ça remet tout en cause dans notre programme. Donc on aura le plaisir de l'entendre demain.
Donc on aura le plaisir de l'entendre demain. J'espère qu'elle ne repartira pas à l'aube, en tout cas. Donc voilà, donc on modifie notre programme en conséquence. Évidemment, on va s'adapter, on va être agile. Nous allons être agile. Exactement. C'est ce qu'on dit. Voilà. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, très rapidement, sur les deux tables rondes. Alors, table ronde fort intéressante. Le but, c'était d'abord d'écouter la philosophie de l'entreprise et de pas de faire un débat. Patron, enfin, ou des RH, nous, ça aurait été un petit peu compliqué. Mais dans cet exercice, notre but, c'est d'essayer de comprendre ce que veulent les entreprises, nos DRH, et ce qu'elles ont compris, ce qu'elles veulent faire avec la loi Macron. D'accord ? Donc, bon, on le savait déjà un petit peu, mais on voit qu'il y a quelques éléments positifs qui sont à exploiter. Notamment, nous, le point qu'on a pris dans la fédération CFE-CGC d'assurance, c'est la partie reconnaissance du parcours syndical, puisque nous sommes persuadés, c'est une raison pour laquelle on a fait ce débat, notamment avec Jean-Dominique Simon-Poli, qui a travaillé sur le sujet depuis des années et qui a eu une expérience réussie dans le domaine. Et ça, c'est un point sur lequel on veut véritablement avancer au niveau de la fédération. Alors, c'est pas gagné parce qu'on a parlé de l'image du syndicaliste, elle n'est pas forcément bonne. En général, quand on regarde la CFE-CGC, on va dire que ça va plutôt bien. Ça a été signalé aussi. Ça a été signalé, sauf que la CFE-CGC, elle passe pas aux 20 heures tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, on voit plutôt nos collègues qui bouchent, voilà, qui ferment les usines ou qui brûlent des pneus. Voilà, le mécontentement général passe mieux dans l'information que ce qui va bien ou quand on essaie, nous, de faire en sorte que ça aille bien. Donc, c'est vrai que c'est notre sujet. Donc, les deux débats étaient fort intéressants. Les conclusions de la CFE-CGC, j'espère qu'elles vous ont plu. En tout cas, je les ai trouvées très pertinentes de mon côté. Donc, la journée, je pense, a été extrêmement dense. Hein. On a fait beaucoup de choses. L'organisation des interventions ont été quand même assez professionnelles, comme d'habitude. Hein. Bon. On a un peu débordé. Mais... On a un peu débordé, mais ça, c'est de la faute. C'est la vie. C'est la vie, voilà. Ça fait partie de la vie. Ce que je voulais vous dire, c'est que demain, on a une grande journée très importante. Donc il faudra qu'on démarre certainement un quart d'heure avant. Est-ce qu'au niveau de la technique, ce sera possible, puisque c'était noté à la technique, ça devrait être possible. Après, quelle est la capacité de chacun d'entre vous à faire la fête ce soir et être là à 8h15 demain C'est ça la vraie question. C'était 9h prévu. C'était 9h prévu. L'intervention de Carole, ça pourrait faire un quart d'heure. Ouais. Un quart d'heure, donc si on démarre à 9h moins le quart, ça reste humain. Est-ce que si on se dit 8h45 demain, ça vous va? Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, la vraie démocratie participative. Très bel exemple. Bon, on ne vous demandera pas votre avis sur tout, mais ça, au moins, on vous le demande. C'est quand même votre sommeil qui est en jeu. Hein. Donc, on démarrera à 9h moins le quart demain matin. Hein, là, il faut vraiment être à 9h moins le quart dans la salle, par contre, parce que sinon... Oui, 9h moins le quart, c'est le coup d'envoi. Ouais. C'est pas l'émargement. C'est le coup d'envoi, ça veut dire qu'il faut être là avant. Ce soir... Que ça ne vous empêche pas de profiter d'une belle soirée. Et justement, que ça ne vous empêche pas de profiter d'une belle soirée qui est organisée au premier étage, où nous serons 560 convives, avec l'orchestre Prestige Henri Le Marchand. L'apéritif sera servi à 19h30, hein, c'est bien ça, Anne-Lise? Apéritif, 19h30, et le repas démarrera à 20h, 20h05, 20h10, parce qu'avec le nombre qu'on est, tout le monde ne pourra peut-être pas être servi en même temps. Donc voilà. Donc vous aurez peut-être le temps pour certains d'aller vous pouponner. Certains avaient envie d'aller chez le coiffeur, ou certaines, ça peut être un petit peu court, mais on est désolé, on ne peut pas faire mieux. Donc on vous donne rendez-vous à 19h30 pour l'apéritif. À tout à l'heure. Et demain matin. Et à demain. 8h45. Merci.